En bientôt 30 ans de carrière de garde forestier, j'ai effectivement pu constater au cours des années toute une série de petits ou de gros changements, certains très spectaculaires, d'autres beaucoup plus subtils, que ce soit des accidents qu'on pourrait appeler climatiques, tempêtes et autres, ou alors toute une série de maladies qui atteignent pas mal d'espèces forestières. Alors comme exemple, ici l'exemple est très spectaculaire, très frappant, un être qui a 80 à 100 ans, qui se fait déraciner comme ça en une fraction de seconde par une tempête, qui a traversé toute la forêt ici en faisant pas mal de dégâts. On imagine une cinquantaine d'arbres cassés, déracinés ou arrachés, et puis qui a continué sa route pour aller arracher un toit ou l'autre dans le village voisin de Civry. Et donc ces accidents climatiques se répètent et sont beaucoup plus fréquents qu'anciennement. Je suis apicultrice depuis 30 ans et j'ai toujours fait ce métier ici. J'ai la chance de le faire dans mon jardin et de pouvoir contrôler un peu tous les jours ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'il y a des changements au niveau des plantes, au niveau des saisons aussi, parce que maintenant on doit récolter beaucoup plus tôt qu'avant. Et on récolte même parfois au mois d'avril, alors qu'avant c'était souvent fin mai. Les hivers ne sont plus les hivers tels qu'on a connus étant enfant, et les étés ne sont plus les mêmes non plus. On a quand même des saisons beaucoup plus humides, les hivers sont beaucoup moins froids, rigoureux, ils sont beaucoup plus doux. L'hiver dernier, on n'a même pas eu de gel, donc c'est vraiment un peu quelque chose qui pour nous est un peu différent, il faut qu'on s'adapte. Mais une année n'est jamais l'autre et je pense que ces changements-là, ils sont tout doux et ils viennent insidieusement. Et je crois que l'abeille, elle doit s'adapter de plus en plus vite à ce changement climatique-là. Et c'est comme ça qu'on a parfois beaucoup de problèmes maintenant, notamment par rapport aux insecticides qu'il y a de plus en plus. Ah là là, il fait pas très chaud, mais on va y aller quand même. Allons-y les gars. Depuis les années, ce que je vois, c'est qu'il y a des plantes que je n'avais jamais vues dans mon jardin, par exemple celle-ci, et qui se développent, qui se ressèment tout le temps, et puis alors j'en retrouve partout. Bon, nous allons piner. Oh là là, déjà des mauvaises herbes. Donc voilà, et moi de mon côté, je me dis il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est pour cela que moi, en gros, j'essaye de mettre mon exploitation là, pour qu'elle ait le moins d'empreinte écologique possible. Je me demande qui est content du changement climatique. Parce que plus tu deviens vieille, plus tu es habitué au climat avant. Peut-être que les jeunes s'adaptent beaucoup plus facilement. Mais dans mon potager, oui, il y a des changements. Il fait trop sec, il fait trop humide, ça brûle, ça se dessèche, ça pourrit. Il y a plus d'insectes quand il y en a. Parce qu'il y a pourtant les abeilles qui disparaissent. Hein. Ce que je fais aussi, c'est de ne jamais mettre de pesticides, de tous ces produits pour tuer soit les fleurs, soit les limaces, etc. Et grâce à ça, mes abeilles peuvent résister, parce qu'elles sont super sensibles. Par exemple, maintenant, dans les produits qu'on met rémanents, ce qui arrive, c'est qu'elles vont butiner dans les champs, etc. Elles rentrent la production et le miel. Et en hiver, quand elles vont consommer, elles perdent l'orientation, elles vont sortir et elles ne retrouvent plus leur ruche. À ce moment-là, on retrouve au printemps des ruches vives. Je n'ai pas encore eu le cas ici, moi, dans le rucher, je les retrouve au printemps. Mais il y a un apiculteur ici à 2-3 km, cet hiver-ci, il a retrouvé ses ruches vives. À notre niveau, on fait toujours à notre niveau, on a essayé justement que notre ferme soit la mieux adaptée possible. Donc on essaye d'être autonome au niveau énergie. Donc on a mis ici un panneau solaire il y a 3 ans. J'ai les plantations de haies qui sont toutes en route depuis quelques années. Et alors de cette façon-là, je suis autonome au niveau énergie électrique. Et au niveau chauffage de mes bâtiments, je suis autonome, je trouve tout sur mes terrains. On entreprend pour le moment toute une série d'actions
qui vise avant tout à préserver la biodiversité et forcément spécifiquement la diversité des essences forestières. Alors on favorise la régénération naturelle, mais aussi on envisage tout doucement de replanter toute une série d'essences qui, on l'espère, seront mieux adaptées au climat futur. Il y a eu 40-50 ans, un arbre c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas avoir. Et maintenant c'est le contraire, on a remarqué que depuis qu'on ne les a plus, on a des gros problèmes pas tellement en Ardennes parce qu'on a quand même une région relativement privilégiée, mais si on va à l'intérieur du pays, automatiquement ils ont remarqué que les haies avaient quand même un gros intérêt, ne fût-ce qu'au niveau des fortes pluies, ça cale, si elles sont bien orientées, ça va caler les coulées de boue. L'intérêt de la mare, moi ici, il est purement écologique. L'intérêt, c'est vraiment pour moi de recréer ce que je vivais quand moi j'étais gamin, quoi. Un environnement, on n'en a qu'un. Donc on essaie de le préserver au maximum. C'est sûr qu'on doit manger. L'environnement doit être lié avec l'économique. Dès qu'on fait des aménagements environnementaux, pour moi, ils doivent être rentabilisés économiquement. On suit attentivement les résultats obtenus des différentes expériences. On partage les réussites mais aussi les erreurs et ce qui fonctionne moins bien. Et on essaye de rassembler tout ça pour essayer d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire dans les années à venir. Alors l'exemple ici, on a planté du robinier faux acacia, mais tout le long ici de la route. C'est plus pratique pour la surveillance, entre guillemets, de nos différents essais. On a planté d'autres essences, du châtaignier, du noyer, toute une série d'essences, en se disant, on va voir ce que ça donne, quoi. On se trouve ici en Lorraine, en Gaume, donc dans la partie la plus méridionale du pays. On est à la frontière entre la Belgique et la France et c'est la localité la plus au sud, hein. Donc c'est la plus méridionale. On l'appelle d'ailleurs la Provence belge. Alors ici, le biotope, donc c'est ce qu'on appelle des terrains calcaires. Ce sont d'anciennes carrières, hein, qui ont été exploitées par l'homme. Donc ce biotope a été créé par l'homme. Et suite à son abandon, la nature l'a colonisé et il est apparu toute une série d'espèces très intéressantes. Et pour maintenir cet habitat naturel très intéressant, il est nécessaire d'intervenir régulièrement parce que de manière naturelle, le biotope évolue vers la forêt, comme tout habitat laissé à l'abandon. Donc il est nécessaire ici d'intervenir chaque année pour contrôler la poussée des arbres. Ouf, je suis contente d'avoir fait ça, parce que demain, quel temps fera-t-il? On n'en sait rien. Alors, ce qui est fait, est fait. Voilà. Il y a trop de changements climatiques, on ne sait pas prévoir. Rien du tout. Alors là, il faut suivre la météo. De toute façon, on n'a pas le même temps dans le bas de Florenville et du côté de la cuisine qu'ici dans le haut. Ici, on est sur les hauteurs, on a un grand vent, ça sèche plus vite. Quand il fait sec, il faut arroser plus souvent. Par contre, quand il pleut, j'aime autant habiter ici, hein. Comme ça on n'a pas la semois qui déborde, hein. Ici au moins, on est au sec. C'est vrai que pour la Belgique et plus particulièrement pour nos régions, c'est parfois très difficile de trouver des signes concrets du réchauffement climatique. Maintenant, on sait aussi que des phénomènes de plus en plus violents se répètent aussi à une fréquence plus élevée et on sait que dans l'avenir, malheureusement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait à nouveau ces phénomènes plus violents qui se produisent et qui soient à répétition. Et donc, évidemment, sur notre région, ici particulièrement, on a déjà eu, il y a 2-3 ans, des averses de grêle absolument phénoménales. Ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est que le changement qui est en train de s'opérer et qu'on observe pour l'instant se passe dans un laps de temps qui semble très court. Et ça, c'est inquiétant, parce que dans quelle mesure est-ce que les espèces végétales, animales et nous-mêmes allons pouvoir nous adapter à ce changement-là? Ça, on verra. Ça sera probablement difficile.
puis alors, ce qui est important aussi, c'est que ces cumuls de pluie plus importants qu'autrefois engendrent d'autres problèmes, puisque ces pluies arrivent sur des sols qui n'acceptent plus autant d'eau qu'avant, parce que ce sont des sols qui sont devenus imperméables à cause du macadam, des pavés, et donc on arrive à des phénomènes d'inondation qui sont maintenant franchement catastrophiques pour une partie de la population, y compris en Belgique. Autant qu'on le sache, les changements climatiques ont toujours existé. Le problème qui se pose ici, c'est que le réchauffement est tellement rapide que toute une série d'espèces, notamment les essences forestières, n'ont pas le temps de s'adapter. Ce qui provoque toute une série de maladies, de dépérissements, auxquels on ne sait malheureusement pas faire grand-chose. Maintenant, ce qui mettait des centaines de milliers d'années, maintenant on se le fait en quelques décennies. Oui, il y a eu des réchauffements climatiques, il y a eu des périodes de glaciation, il y a cette variation du climat qui est existante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vitesse à laquelle ce réchauffement climatique se déroule actuellement n'est pas du tout logique. La variabilité du climat est beaucoup trop rapide et les évolutions que l'on a enregistrées ces dernières dizaines, centaines d'années sont beaucoup trop rapides pour que ça s'inscrive dans une quelconque logique. Donc forcément, ce réchauffement climatique est rapide avec des conséquences que l'on a encore du mal pour l'instant à évaluer. Alors je dénonce l'alarmisme climatique depuis que j'ai donné cours de chimie de l'environnement aux étudiants et que je me suis rendu compte en donnant ce cours qu'il y avait tout un tas d'incohérences au niveau fondamental lui-même de l'étude du climat. Alors par exemple, pour vous donner une idée, il n'y a à l'heure d'aujourd'hui aucune preuve directe quelconque qui lie par exemple les fluctuations du CO2 à une augmentation quelconque de la température. Même au niveau des temps géologiques, on se rend compte qu'en fait le climat change, il a toujours changé, mais on se rend compte surtout que les températures ont varié et le CO2 a varié plusieurs centaines d'années, 800 à 1000 ans, après le CO2, après la température, jamais avant. Et donc les variations du CO2 sont en fait des conséquences des variations de la température et une conséquence ne peut pas être une cause. C'est vrai que de par les discours que je tiens, je vais à l'encontre de l'idéologie dominante. Le problème est que je suis scientifique et en tant que scientifique, moi ce qui m'intéresse c'est la vérité scientifique, ce sont les faits concrets. Et qu'il y ait ou pas une idéologie dominante ne change rien au fait qu'un scientifique et des tas d'autres scientifiques pensent de la même manière que moi, peuvent être opposés à cette idéologie dominante. Ça n'est pas parce que nous sommes en désaccord complet que nous avons nécessairement tort. Il y a des tas de choses, des tas de problèmes qui interviennent au niveau du climat, il y a des tas d'inconnus au niveau du climat, et on nous présente ces faits comme étant acquis, alors qu'il y a encore énormément d'incertitudes et de choses que nous ne savons pas, que nous ne pourrons éventuellement même pas comprendre dans un avenir proche. Et donc ce que nous voulions faire, c'est prendre un peu le contre-pied de cette propagande, montrer toutes les incohérences, montrer toutes les incertitudes et essayer d'expliquer aux gens, écoutez, attention, il y a un climat qui change, ce climat varie au cours des périodes, mais l'influence de l'homme sur ce climat est relativement faible, voire inexistante. Donc l'objectif du Parlement citoyen, c'était de remettre un avis sur les enjeux climatiques qu'il y a pour le moment. Et on avait plusieurs thématiques lors des week-ends que nous avons participé à Arlon. Et de là a débouché un avis qu'on a remis au Conseil provincial. Alors on n'était pas que nous deux, bien entendu. On était une bonne quarantaine de personnes et on s'est vus 3 week-ends de suite. Donc d'abord on a fonctionné avec des personnes ressources qui sont venues nous expliquer différents moyens pour lutter contre le changement climatique, les nouvelles technologies. Et après on a travaillé par petits groupes
Au début, quand on est arrivé, on s'est demandé un peu qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, nous, simples citoyens. Et après 3 week-ends, on est quand même parvenu à sortir quelque chose de cohérent, de dégager des pistes. Et alors, du fait qu'on avait remis un avis, on attendait un retour de cet avis qui était forcé. Et alors, nous avons créé une association citoyenne climat pour la province de Luxembourg. Et alors, on a eu un retour, ici en juin 2016, de l'avis qu'on a remis au mois de novembre. Effectivement, donc nous avons remis 4 thèmes dans l'avis qui a été présenté au Conseil provincial. Le premier thème touche à la production et à la consommation locale. Donc le but est de sensibiliser le citoyen à produire et à consommer plus localement. Le deuxième thème, lui, touche plus à la mobilité. Le but est de créer une centrale de mobilité qui met en adéquation l'offre et la demande. Le troisième thème, lui, touche à l'habitat. Le but est de mieux sensibiliser, informer et coacher le citoyen sur les mesures en faveur des économies d'énergie et de le diriger vers une filière éco-durable locale. Le quatrième thème, lui, touche à l'engagement et à l'action citoyenne au niveau local et provincial. Le but étant de promouvoir les initiatives éco-citoyennes. Donc la mobilité, c'est un défi pour la province du Luxembourg puisque nous avons un territoire fort étendu avec de grandes distances et une faible population. Donc le but, c'est de promouvoir la mobilité douce ainsi que la mobilité partagée, notamment par cette centrale de mobilité qui encouragerait le covoiturage en temps réel et de manière dynamique. Il y a aussi l'utilisation des véhicules électriques, notamment de promouvoir aussi le vélo ainsi que le vélo électrique comme celui-ci que je suis en train de tester pour la première fois. Et donc grâce à ce vélo électrique, on peut faire des kilomètres de plus longue distance avec peu d'efforts. Et donc le fait d'encourager le citoyen à tester les vélos électriques nous permettrait également de mettre en place une centrale d'achat de vélos électriques à destination de ces citoyens qui seraient intéressés par leur acquisition. Ici, on est chez Jean-Marie et Madeleine. C'est notre première installation qu'on a réalisée. C'est une installation photovoltaïque 10 kW crête. Là, on en a 2 qui sont en cours de réalisation, photovoltaïque et chauffage en même temps. Le résultat le plus puissant, je trouve, qu'on a, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, on pouvait se réapproprier à la fois notre approvisionnement d'énergie. On pouvait, au-delà de ça, créer une dynamique au niveau de la région, finalement faire vivre des gens de la région. Ici, bon voilà, on est chez Jean-Marie, donc on a réalisé une installation photovoltaïque. C'est un investissement de 16 000 à 17 000 €, quelque chose comme ça. Donc nous avons financé un quart de cette installation. Et c'est une dame d'Étal qui nous a prêté l'argent pour le restant de l'installation. Donc on pense avec le temps, parce qu'il faut qu'on devienne crédible, il faut qu'on ait de la crédibilité dans nos activités, qu'une fois qu'on aura un peu plus de crédibilité, on aura beaucoup plus facile d'aller vers les banques, etc. peut-être. Mais bon, jusque-là, on n'en a pas vraiment besoin, puisqu'on a des gens qui se proposent de dire voilà, si vous faites quelque chose, moi je veux bien prêter de l'argent pour faire ces installations. Tiens, voilà Jean-Marie, il va pouvoir vous expliquer pourquoi tu as fait appel à Goum Énergie, Jean-Marie. Pour avoir plus facile, parce qu'au niveau technique, au niveau financier aussi, c'était quand même des dossiers un peu pointus à élaborer. C'était aussi de disposer d'une certaine autonomie au point de vue d'énergie, et puis une énergie propre surtout. Et puis Jean-Marie a accepté d'être finalement notre Kobe, puisque bon, c'est la première installation qu'on a réalisée.
il fallait aussi oser se laisser approcher par la coopérative. Bon, Jean-Marie est également coopérateur et fait également partie de la coopérative, forcément, et donc il fallait quand même oser le faire. Voilà, nous étions un petit groupe de citoyens à Arlon et Messancy qui avaient voulu commencer une réflexion sur une manière de transformer le monde, contribuer à transformer des choses. On a vu l'opportunité de l'éolien qui se présentait, du vent qu'on pouvait prendre, d'un pouvoir qu'on pouvait prendre qui nous semblait très intéressant. On a commencé en tout petit groupe. Puis, après un an, on a fondé une coopérative à 33 et maintenant on est à plus de 500. On a signé tous ensemble ici sur la base de l'éolienne pour bien montrer que c'était notre éolienne qui nous appartenait à nous tous. Ce qui était très important dans notre réflexion et très intéressant, c'est que nous avions un modèle tout simple de prise de participation dans un parc éolien et de construction d'une éolienne, ce qui faisait que les coopérateurs sont venus nous rejoindre rapidement et que le citoyen comprenait très rapidement comment fonctionnait finalement le système. Une première action évidente, c'est la construction d'une grande éolienne qui tourne et fournit de l'énergie pour 1200 familles environ. C'est énorme. Avec ça, on a réussi aussi, avec les autres coopératives de la région, à mettre en place la fourniture d'énergie. Ça veut dire donc que les familles peuvent devenir clients chez Cociter et obtenir l'énergie qu'elles ont elles-mêmes produite. « 100 mètres de haut de mât, 50 mètres de pales et un investissement de 3 600 000 € qui a été couvert largement par des citoyens, par des subsides de la région wallonne et par un emprunt bancaire également. La coopérative est un véritable succès. En 4 ans, on a réussi à construire notre machine, à rassembler un grand nombre de gens, à faire quelque chose, un projet très significatif ici sur Arlon et Messancy. Maintenant, on aimerait des projets un petit peu plus proches des humains, à taille humaine, qui soient compréhensibles pour toutes les coopératrices et tous les coopérateurs. Et ce qui est très important, c'est que l'outil qui est là, la coopérative qui est installée, soit prise en main par tout le monde et puisse être développée dans le futur. Je voudrais peut-être, pour terminer aussi, prendre cette symbolique. On est ici dans un arboretum, on a des arbres de différentes espèces, il y en a qui ont pris naissance et qui ont poussé sur des continents différents. Et finalement, ces arbres, depuis plus de 100 ans, eh bien, ils parviennent à pousser sur un même petit lopin de terre, malgré les changements climatiques. Et je crois que ça, c'est bien la preuve que la nature peut aussi résister à ces changements climatiques. Et ça, j'ai l'impression, et je suis persuadé même que c'est porteur d'espoir, le changement climatique apportera son lot de catastrophes, mais apportera peut-être aussi son lot de nouveautés et de changements.